Maintenant, on va revenir à notre présentation pour parler de certaines informations documentées selon les organismes, selon les systèmes de management et selon aussi les activités qu'ils font. Alors, il y a une partie importante qu'il faut toujours mettre en tête, c'est que chaque organisme a ses spécificités. Donc, évitez les copier-coller. Évitez les copier-coller d'une façon intégrale. Quand je veux créer un document, je dois voir ma charte, ma procédure. Je vais créer le document et je vais assister les personnes qui sont concernées par ce document pour que le document réponde à un besoin. Ce n'est pas créer un document juste pour le créer, mais il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait un besoin déjà et ce document doit être adapté et facile à utiliser. Alors, parmi les éléments essentiels qu'on trouve dans les informations, parmi les informations documentées, le premier document, c'est le domaine d'application du système management QSE. Ça, c'est un élément essentiel. Pourquoi? Parce que c'est une exigence normative. Après, il y a la politique QSE. Donc, la politique qui est utilisée par l'organisme en fonction de sa vision, sa stratégie, en fonction aussi des enjeux internes et externes. Et bien sûr, la direction va mettre en place une politique, que ce soit qualité, sécurité, environnement ou qualité, sécurité, environnement. Alors, la politique qualité, dans son élaboration, il faut répondre aux exigences de la norme ou bien des trois normes. Pourquoi? Parce que la norme, comme j'ai expliqué hier, dans la partie politique, il dit que la politique doit contenir. Donc, il y a un engagement pour satisfaction client, il y a un engagement pour l'amélioration continue, il y a un engagement pour le respect de la réglementation, il y a un engagement pour la préservation de la santé et sécurité des salariés, il y a un engagement pour préserver l'environnement. Tout ça, ce sont des engagements. Si votre politique ne contient pas ces engagements exigés par les normes, alors votre politique, il n'est pas conforme. Et ça va sortir comme une non-conformité lors des audits. La politique, il faut qu'elle soit écrite avec un langage simple et avec la langue des utilisateurs, ça veut dire de vos collaborateurs, la langue qui est bien maîtrisée par vos collaborateurs. Si vous avez des collaborateurs multilingues, alors là, il faut aussi faire des traductions de la politique qualité. Pourquoi? Parce que la politique qualité, ce n'est pas uniquement écrire une feuille et la nommer politique qualité et la laisser dans le tiroir. Non, il faut qu'il soit communiqué à l'ensemble des collaborateurs. Il faut qu'il soit mis à la disposition des parties intéressées pertinentes. Et qu'il faut que ce soit le guide des collaborateurs pour se fédérer à la même politique, c'est-à-dire suivre la même politique. Le troisième document, c'est les objectifs QSE. Donc, une fois qu'il y a une politique, il faut définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et entre la politique et les objectifs, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les axes de la politique et les objectifs. Et les objectifs doivent être des objectifs qui sont clairs, faciles à comprendre et smart. Ça veut dire qu'on peut réaliser facilement, qu'on a la capacité de les réaliser, qu'ils sont mesurables, qu'ils sont réalistes. Et tout ça, c'est pour dire que je ne vais pas mettre en place un objectif juste pour répondre à la norme, mais non, il faut que mon objectif soit en cohérence avec ma politique et il faut que je mette à la disposition de mes collaborateurs les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Alors, les objectifs, généralement, ils doivent être d'une façon globale liés à des cibles. Lorsque je mets par exemple un objectif, l'objectif par exemple amélioration du chiffre d'affaires, ça c'est un objectif. Très bien. Mais et si je laisse comme ça, amélioration du chiffre d'affaires, c'est de combien? Non, ça ne sera pas vraiment facilement atteint. Donc il faut que chaque objectif, on doit lui associer une cible. Amélioration du chiffre d'affaires par exemple de 3% ou bien de 5%. Donc
je sais très bien mon chiffre d'affaires de l'année passée et combien je dois faire pour améliorer mon chiffre d'affaires et je vais commencer à mettre en place mes actions pour atteindre cet objectif. Organigramme fonctionnel et hiérarchique. Ça, c'est aussi important, surtout pour la partie sécurité et environnement. Donc, il faut définir un organigramme. Et l'organigramme doit tenir compte des rôles, responsabilités et autorités qui va apparaître dans le document qui va suivre. Dans mon organigramme, je vais avoir une structure de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation de votre organisme, comment il est organisé. Donc, il y a la direction et le département que HSE, et il y a la partie production, partie achat, partie maintenance, tout ça. Et à chaque fois que je trouve un poste donné, je dois voir les fiches de fonction avec rôle, responsabilité et autorité. Ça, c'est pour répondre à une exigence normative. Il y a la liste des parties intéressées pertinentes. C'est aussi pour répondre à une exigence normative. La norme ne me demande pas d'avoir la liste des parties intéressées, mais il me demande de voir les besoins et les attentes des parties intéressées. Et à ce moment-là, si je veux faire ces besoins et attentes pour mettre en place les actions, alors là, je dois avoir une liste. Donc, je dois avoir une liste pour dire, voilà, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait la liste des parties intéressées totales et après, on évalue leur pertinence. Et on met un extrait et on fait la liste des parties intéressées pertinentes. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'influence ou qui sont beaucoup plus influencés. Après, il y a le registre des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes. Donc, c'est la suite. Et après, il y a un autre document, un autre document, c'est l'analyse des risques et opportunités, le PCL et le SWOT. Alors, la norme, il ne vous demande pas ici de documenter. Mais la norme, il vous demande de prendre en considération les enjeux internes et externes et les actions à mettre en place face aux risques et aux opportunités. Alors, pour les enjeux, donc il y a le PESTEL, on utilise le PESTEL, donc il y a le SWOT, ça c'est vous partagez des informations, des modèles. Il y a aussi la procédure d'analyse environnementale et l'analyse environnementale. Il y a procédure de veille et conformité. Il y a un registre des lois et règlements applicables, surtout en matière de qualité, sécurité, environnement. Si vous avez des lois et règlements applicables en matière de produits, ou bien applicables en matière d'environnement, ou en matière de sécurité, il faut avoir la liste. Analyse de conformité, autres exigences, ça veut dire ce que vous avez accepté comme autre exigence, surtout en relation avec les parties intéressées. Procédure d'analyse des risques SST, analyse des risques SST, objectif QSE. Pardon, ici, c'est redondant. Alors, il y a après un plan d'action global. Pourquoi je préfère mettre en place un plan d'action global? C'est que vous êtes dans votre organisme et vous avez 3 systèmes de management, parfois ça peut être 4, si vous intégrez le management des énergies, c'est-à-dire la ISO 50001, et ce n'est pas nécessaire et pratique de mettre plusieurs plans d'action. Donc, il faut regrouper l'ensemble des actions à mettre en œuvre dans un même document qu'on appelle le plan d'action global, ou bien le journal d'amélioration, le JAM, ou bien le PAG, PAG, plan d'action global, qui regroupe l'ensemble des actions indépendamment de leurs sources. Donc, l'ensemble des actions que nous devons suivre, réaliser, donc il va intégrer dans un seul document. Il y a aussi un PV de la revue des processus. Et comme on sait très bien que l'approche processus est une approche primordiale en matière de management, donc il faut revoir périodiquement vos processus pour voir leur adéquation, leur capacité à atteindre les objectifs, leur capacité à produire des produits ou des prestations conformes, leur capacité à préserver l'environnement, leur capacité à préserver la santé et la sécurité des salariés et des autres personnes. Alors, tout ça, ce sont des informations documentées qu'on peut trouver dans les entreprises en fonction, bien sûr, de leur taille et leurs exigences. Et en matière de RH, il y a la procédure de recrutement. Et il y a fiche des fonctions, et principalement les fonctions QSE. Pourquoi? Parce qu'il y a une exigence normative pour dire que les compétences en matière de la fiche de fonction avec les autorités et les responsabilités doivent être définies.
Il y a aussi une procédure de formation qu'on trouve, c'est-à-dire comment identifier le besoin des formations, comment planifier les formations, comment réaliser les formations, que ce soit en externe ou bien en interne. Il y a enregistrement d'évaluation des compétences, enregistrement des actions d'amélioration des compétences, et les fiches d'évaluation à chaud, les fiches d'évaluation à froid. Il y a aussi fiches de renseignement fournisseurs et prestataires pour les achats, grille d'évaluation des fournisseurs et prestataires, classification des fournisseurs et prestataires, procédure de commercialisation, procédure logistique, fiche renseignement client, contrat de vente ou bien achat, bon de commande, bon de livraison, PV de réception produit prestation. Ça, c'est extrêmement essentiel parce que quand vous faites un achat et vous maîtrisez soit par matière de qualité, sécurité, environnement, donc il faut mettre en place un contrôle à la réception. Donc le contrôle, c'est deux types. Donc c'est un contrôle quantitatif et qualitatif. Le contrôle quantitatif, c'est par rapport à votre bordereau, combien vous avez acheté et combien on vous a livré. Et en matière de qualité, est-ce qu'effectivement ce que vous a été livré correspond et répond à l'ensemble de vos exigences que vous avez spécifiées dans votre cahier de charge. Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Il y a aussi les PV de conformité des produits prestations. Donc, certaines entreprises elles utilisent le même document. Donc, dans la réception, on statue sur la conformité. D'autres organismes, ils font deux séparés. Ils font un PV de réception, c'est-à-dire tout ce qui est quantitatif, qui est fait par le magasinier, donc en fonction du bon de livraison et en fonction de la commande. Et pour le PV de conformité, c'est généralement soit le responsable PSE avec, bien sûr, l'utilisateur. Ça veut dire les personnes ou bien le responsable de processus qui a demandé ce produit ou bien cette prestation. Et là, ce sont des choses qui sont faciles à mettre en œuvre. Il y a ce qu'on appelle procédure de gestion des produits chimiques dangereux. Ça, c'est aussi important. Si vous utilisez des produits chimiques dangereux, il faut mettre en place une procédure qui englobe toutes les opérations nécessaires depuis la réception jusqu'à l'élimination finale. Il faut mettre en place aussi un registre des produits chimiques, la liste des produits chimiques, fiche de données de sécurité de ces produits chimiques et un registre des produits chimiques dangereux. Parce que vous avez par exemple des centaines de produits chimiques utilisés et quand vous consultez les fiches de données de sécurité, vous allez vous rendre compte des produits chimiques qui sont dangereux et vous allez les lister sur un registre pour qu'ils soient traités d'une façon très minutieuse et très sécuritaire. Une fois que vous avez ça, vous avez les spécifications de stockage et manipulation des produits chimiques dangereux. Ça, c'est aussi important. Procédure de gestion des déchets dangereux. Alors, tant que vous avez des produits chimiques dangereux, automatiquement, vous aurez en fin de cycle des déchets qui sont dangereux. Alors, comment il faut les gérer? Registre des déchets dangereux, registre des équipements et machines soumis à la réglementation. Ça, c'est aussi important. On sait très bien que les équipements sous pression sont soumis à la réglementation. Les équipements de levage sont soumis à la réglementation, comme les palans, comme les monts de charge, comme les grues, comme les ponts roulants, comme les treuils. Il y a aussi toute la partie d'installation électrique. Et il y a aussi les équipements, les équipements, comme j'ai dit, soumis à la pression, donc sur les équipements fixes ou bien les équipements mobiles, les équipements soumis à la pression de gaz ou bien pression de vapeur, tout ça, ça se différencie et il faut avoir des registres. Alors, registre de conformité réglementaire des équipements soumis à la réglementation. Et là, vous avez la liste des équipements soumis à la réglementation dans votre entreprise, de façon générale. Et l'autre, c'est les documents sur lesquels vous avez le cachet du service des mines qui statue sur la conformité. Il y a aussi, on trouve dans les documents, sur la planning de maintenance des équipements machines. Donc, c'est aussi dans la partie infrastructure. Donc, il faut faire un plan de la maintenance préventive. Et il y a suivi de réalisation de la maintenance des équipements machines. Est-ce qu'effectivement, ce qui a été planifié est fait? Il y a pour faire, comment faire? Donc, il faut définir des modes opératoires de maintenance. Pardon. Des modes opératoires de la maintenance. Ça. Voilà.
les modes opératoires, généralement, plusieurs modes opératoires. Je corrige, je suis désolé. Alors, procédure de communication interne-externe, c'est aussi important, et un plan de communication. Ça, c'est aussi des exigences normatives qui ne sont pas vraiment d'une façon explicite. Procédure sélection et évaluation des fournisseurs, c'est aussi important. Enregistrement d'évaluation sélection des fournisseurs, spécification d'achat des produits ou services. Donc, vous allez acheter un produit, vous allez acheter une prestation. Il faut mettre en place une spécification de l'ensemble des exigences auxquelles votre prestataire, votre fournisseur doit se soumettre. Enregistrement de conformité des produits et services achetés. Enregistrement de réévaluation des fournisseurs. Ça, c'est aussi une exigence normative. Instruction de travail relative à la réalisation des produits ou services. Ça, on est dans la production. Donc, pour réaliser un produit ou un service, comment est-ce qu'il faut faire? Donc, soit il y a des procédures, ou il y a directement des instructions de travail. Spécification produit-service, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques du produit et service pour assurer l'acceptation. On peut utiliser parfois des cartes de contrôle pour avoir différents contrôles au niveau de la chaîne de production. Il y a aussi les PAC, les plans assurance qualité. C'est aussi important. Parfois, on peut les trouver lorsqu'il y a un travail qui est minutieux, un travail qui demande plusieurs contrôles par plusieurs moyens et plusieurs instruments. Il y a aussi les fiches suiveuses produits aux prestations. Ça, c'est aussi important. C'est depuis la réception de la matière première jusqu'à la libération du produit. Donc, on dit c'est des fiches suiveuses. Documents et enregistrement de validité de produits et services. Ça, c'est aussi important. Ça répond à la spécification de produits. Il y a les fiches de contrôle. Il y a des contrôles à la réception, des contrôles intermédiaires, des contrôles dans le stockage intermédiaire, des contrôles au cours de la production, des contrôles à la fin de la libération des produits, des contrôles de conditionnement de stockage, tout ça. Procédure de contrôle en cours et final de la production. Procédure de traitement des produits non conformes. Et ça, c'est un élément essentiel. Une grande importance au niveau de la libération des produits et la gestion des produits non conformes. Procédure de dérogation de libération en cas de produits non conformes que vous allez libérer à votre client. Il y a les fiches des non-conformités produits-services, documents et enregistrements de surveillance. Donc, c'est généralement les indicateurs et les tableaux de bord que vous allez mettre en place pour surveiller vos processus. Questionnaire enquête satisfaction client, plus partie intéressée pertinente, les PIP. Rapport d'analyse satisfaction client et PIP. Les indicateurs de processus, les tableaux de bord, les procédures audit internes, le programme d'audit interne, liste des auditeurs internes, un plan d'audit, un rapport d'audit et demande d'action corrective suite à l'audit. Il y a aussi les fiches d'évaluation des auditeurs internes. Donc, vous avez un groupe d'auditeurs internes, ils font des audits et après, vous allez faire une évaluation par rapport à leur rapport d'audit. Est-ce que les écarts, les observations, les remarques, est-ce qu'ils sont pertinentes? Est-ce qu'ils respectent les délais de remise des rapports? Est-ce qu'ils respectent le planning, le plan d'audit? Est-ce qu'ils font une bonne relation avec les audités? Tout ça, il faut passer en revue une évaluation périodique. Il y a aussi un rapport de revue de direction. Et comme je l'expliquais hier, donc c'est une exigence normative par rapport aux éléments de sortie de la revue de direction, c'est-à-dire les décisions. Maintenant, le rapport, comme j'expliquais, donc il contient de préférence les éléments d'entrée et les éléments de sortie. Il faut mettre en place une procédure d'amélioration, c'est-à-dire l'amélioration continue, et bien sûr les fiches d'action corrective et d'amélioration. On sait très bien que d'après 2015, donc on ne parle pas d'actions préventives, mais les actions préventives parce qu'elles sont incluses dans toute la partie de gestion de risque. Et bien sûr, il y a des checklists. Donc, il y a des checklists de vérification des équipements et engins. Donc, checklist pour les échelles, checklist pour le matériel de soudage, checklist pour le matériel d'oxycopage, checklist pour les engins de chantier, checklist pour les équipements. Tout ça, on peut mettre en place plein de checklists en fonction de ce qu'on dispose comme équipement et comme engin. Il y a aussi la liste des personnes habilitées aux travaux dangereux. Ça, c'est aussi important.
c'est-à-dire les habilitations pour les travaux dangereux. Il y a le plan de prévention. C'est un plan de prévention généralement pour les entreprises qui travaillent chez d'autres organismes. Donc, ils mettent en place un plan de prévention et parfois c'est exigé. Donc, il faut mettre en place l'ensemble des étapes de l'avancement des travaux. Pour chaque étape, quels sont les dangers et risques, quels sont les aspects environnementaux. Et il y a un ensemble d'actions, de formation, de contrôle, de suivi. Il y a aussi la liste des secouristes. Donc, vous avez, dans le cadre du système management de santé et sécurité du travail, l'obligation de réagir rapidement, efficacement en cas de sinistre ou en cas d'incident. Donc, il faut définir la liste des secouristes. Liste des équipés de première intervention. Ce sont des personnes qui vont intervenir contre l'incendie en utilisant des extincteurs. Liste des équipés de seconde intervention. Ce sont les personnes qui vont intervenir en cas d'incendie en utilisant les robinets incendie armés, les RIA, et qui vont préparer l'établissement pour les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire toute la partie tuyauterie, lance, les raccordements avec les poteaux incendies ou bien les bouches d'incendie. Tout ça, c'est une préparation en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Il y a aussi la liste des guides-fils et serre-fils d'évacuation d'urgence. Donc, c'est très bien, à chaque fois, nous avons un organisme, il y a le risque d'avoir un incident et le besoin d'évacuer les personnes loin de la zone de danger. Donc, il faut qu'il y ait des guides-fils et des serre-fils pour assurer l'évacuation d'urgence. Il y a liste des moyens d'intervention en urgence. Quels sont les moyens nécessaires pour chaque type d'intervention? Donc, il faut qu'il soit à cette liste-là pour qu'il soit aussi contrôlé, vérifié, maintenu. Liste des produits pharmaceutiques qui sont demandés par le médecin de travail en fonction de la nature de l'activité ou en fonction des besoins des collaborateurs. Liste des moyens de lutte contre l'incendie. Alors, toute la partie lutte contre l'incendie, ça diffère d'un organisme à un autre. Ça peut commencer des réservoirs de stockage d'eau incendie avec les pompes électriques, les pompes diesel, la tuyauterie, les vannes, la canalisation, les sprinklers, les détecteurs de fumée, les détecteurs de flammes, les centrales incendie, les déclencheurs manuels. Tout ça, il faut qu'il soit bien défini, bien listé. Pourquoi? Parce que ça demande après de faire un suivi, de faire un contrôle. Est-ce que tout fonctionne bien? Donc, il y a une liste des moyens de lutte contre les déversements accidentels aussi. Donc, vous avez soit des rétentions, des cuvettes de rétention, soit vous avez des sols qui sont rendus imperméables, soit par des résines ou par un carrelage. Alors là, il faut aussi mettre en place les moyens. Vous avez les moyens des absorbeurs, vous avez les chiffons absorbeurs, comme je viens de dire. Tout ça, ce sont des moyens qu'il faut avoir recensés, listés, pour vérifier périodiquement qu'ils sont toujours disponibles, sont toujours en bon état. Liste des moyens de premier secours aussi, la boîte à pharmacie, lorsqu'il y a des interventions, lorsqu'il y a par exemple soit des hémorragies, soit des saignements, soit des fractures. Donc, il faut qu'il y ait des moyens, premier secours. Et aussi disposer d'un planning des exercices des situations d'urgence en matière environnement et sécurité. Et ce planning, ça permet de définir à quelle fréquence on va faire des exercices, pour quelle situation d'urgence. Et bien sûr, pour chaque cas, il faut définir le scénario ou bien le scénario de situation d'urgence. Ça peut commencer comment cette situation d'urgence, qu'est-ce qu'il va y avoir comme dommage, comment on va intervenir, qui va intervenir, quel est le timing qui sera utilisé, quel organisme on va utiliser. Tout ça, il faut qu'il soit défini dans le scénario. Et après, il y a une fiche d'évaluation des exercices, des situations d'urgence. Lorsqu'on fait des exercices et on fait des simulations, on passe à une évaluation. Est-ce que ça a été bien fait ou non? Et après, on va passer à un autre document qui s'appelle le POI, en fonction de l'ampleur de l'entreprise, avec le risque des incidents. Donc, c'est le plan d'opération interne qui permet de revoir de mettre en place une nouvelle organisation pour gérer les incidents, les grands incidents. Parce que si jamais il y a un incident dans un organisme, donc normalement, c'est le responsable de la zone où il apparaît l'incident qui va prendre en charge cet incident. Si l'incident prend de l'ampleur et devient plus important, donc c'est à la direction de prendre les commandes pour gérer la situation et communiquer avec les autorités
pour se préparer au plan particulier d'intervention. C'est un document. Et bien sûr, il y a autre chose, autres documents, et je vais partager avec vous plusieurs documents, Inch'Allah, pour pouvoir vous servir. Et je reste à votre disposition si jamais il y a un besoin d'un document particulier qu'on peut vous aider à le réaliser, même après la formation. Alors, jusqu'ici, on a terminé notre partie de la formation. Et on va faire une petite pause et après on va reprendre par les questions et on va continuer sur quelques modèles que je vais présenter devant vous. Alors, on fait une pause de 15 minutes, on reprend à 12h45 pour terminer à l'heure. C'est bon?